Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes prêts à vous détendre avec cette vidéo. Aujourd'hui, on a une vidéo un peu spéciale, on va dire, parce que je ne vais pas lire des histoires à proprement parler, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais lire les fables de Jean de La Fontaine. J'ai un énorme livre avec moi de ces fables et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Je ne sais pas combien j'en lirai, honnêtement on verra bien, mais je pense qu'on en lira quand même pas mal, une dizaine, voire peut-être même une vingtaine, je ne sais pas. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, couché ou assis, de fermer les yeux si vous le souhaitez et de commencer cette lecture. Donc ici je vais faire dans l'ordre des pages tout simplement, pour pas que je me perde et que j'oublie quelle fable j'ai lu. Donc ici c'est un livre qui répertorie les 12 livres, je pense, des fables de Jean de La Fontaine. Et on va donc commencer par le livre premier. On a quelques-unes de ces fables. Ah, il y en a un petit ici d'ailleurs. À Monseigneur le Dauphin, je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle à mon ouvrage et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes, illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui, faisant réfléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes. Quelque autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légère peinture. Et si de t'agréer, je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous en temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant.
léché, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvra un large bec, laissa tomber sa proie. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette, quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. La grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant: Regarde bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, ne suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc. Point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point, la chétive pécore s'enfla si bien qu'elle reva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra que vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous verrez bien.
presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis, à son maître complaire, moyennant que votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là, lui dit-il. Rien, quoi rien, peu de choses, mais encore le collier dont je suis attaché. De ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. La besace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut déclarer sa peur sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds, aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme il se loua très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea que son appétit, Dame Baleine, était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya s'étant censurés tous. Du reste, content d'eux, mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taube envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes, on se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Les fabricateurs souverains nous créent Bézacier, tous de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il vit pour nos défauts de la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage.
lac de la Chèvre, un cerf se trouvera pris vers ses associés. Aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit: nous sommes 4 à partager la proie. Puis, en autant de parts, le cerf il dépeça, prit pour lui la première en qualité d'usire. Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit déchoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. L'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'au moindre orage, et devant qu'il fût éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir maint sillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper, et lacets pour vous attraper. Enfin, maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Car la cage ou le chaudron, c'est pourquoi leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle, ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit: arrachez brin à brin ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta: ceci ne va pas bien, mauvaise graine est eau venue, mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés feront aux oisillons la guerre, quand requinquelette et réseau attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément. Que faisaient les doyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement? Elle en prit aux uns comme aux autres. Maint oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Le rat de ville et le rat des champs.
façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Leur régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et les citadins te dirent: achevons tout notre roi. C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fis du plaisir, que la crainte put corrompre. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours le meilleur. Nous l'allons la montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeune qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirants. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant. Dans le courant, plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je t'aide encore, ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. L'homme et son image. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde afin de le guérir. Le sort officieux représentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse? Il va se confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau, mais quoi, le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir, je parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui. Miroirs
c'est celui que chacun sait, le livre des maximes. Dragon à plusieurs têtes, dragon à plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'Empire. Un Allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants, qui, de leur chef, sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. » Le Jiaou, homme de sens, lui dit « Je ne sais par renommée ce que chaque électeur peut du monde fournir. Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en lieu sûr lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moins, c'est vrai, je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne peut venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure, quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef, et bien plus d'une queue, à passer se présente. Me voici, saisi de rechef, d'étonnant et d'épouvante. Ce chef passe et le corps et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et du nôtre. Les voleurs et l'âne. Pour un âne, enlever 2 voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre, tandis que coup de poing trottait et que nos champions songeaient à se défendre. Arrive un 3e larron qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tels ou tels princes, comme le Transylvain, le Turc et l'Hongrois. Au lieu de 2, j'en ai rencontré 3. Il est assez de cette marchandise. De nul 2 n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survient, qui les accorde net, en se saisissant du baudet. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces fables vous auront plu, qu'elles vous auront permis de vous relaxer. Ça m'a bien plu personnellement. Je vous souhaite de passer une très bonne